Bonjour, bonjour à tous. Dernière ligne droite, dernier coup de pédale avant les vacances. Alors pour ce dernier numéro de la saison de Dimanche en politique, on a troqué notre studio pour le cadre enchanteur des bords de Loire. Bienvenue ici en Anjou, à Savenières, village de caractère qui profite à fond de la Loire à vélo, l'itinéraire cyclotouristique le plus emprunté de France, qui contribue à faire de notre région l'une des destinations idéales pour les amoureux de la nature. À vélo, à pied ou encore en bateau, les Pays de la Loire ces dernières années ont mis l'accent sur la préservation de l'environnement et la valorisation du patrimoine. Le tourisme vert, on en parle dans un instant avec mes invités. Mais d'abord, vous partez où, vous, pour les vacances? On vous a posé la question. Je vais partir peut-être une semaine en Bretagne pour avoir un peu d'air frais. Mais sinon, ça va être travail cette année. Un endroit où il n'y a pas trop de monde, où on mange bien. Si on aime bien, on repère toujours les bons restos. Depuis quelques années, on part souvent au niveau de la Dordogne parce qu'il y a beaucoup de balades à faire, et notamment au niveau des châteaux principalement. La tranquillité, le calme, pouvoir déconnecter. Il fait pas trop chaud. Il y a un coin aquatique pour ma fille, surtout pour ma fille. Moi, ce serait de faire du vélo, un petit peu, des pistes cyclables. Voilà. Et toi, la nature, la plage et puis la chaleur pour profiter. Pour les voyages lointains, on prend encore l'avion pas mal. et le côté pratique. Voilà. Ouais, qui nous amène tout de suite loin. Le pouvoir d'achat pèse énormément sur le choix des vacances. C'est vrai que notamment la Côte d'Azur, je déserte depuis quelques années. Ça coûte cher, ouais. Mais même partir en France, pas loin de chez nous, ça coûte cher des fois, juste pour une semaine. Oui, c'est ça. Le bord de la mer, ça coûte cher. Voilà. Faut choisir, ouais. Voilà le pouvoir d'achat qui pèse au moment de choisir ses vacances. 1 600 €, c'est d'ailleurs le montant que vous allez dépenser en moyenne par foyer cet été pour vos congés. Et c'est moins que l'an dernier. Bonjour Jérémy Giraud. Bonjour. Maire de Savenières, merci de nous accueillir dans votre commune. Alors les cyclotouristes, on le sait, ils dépensent un peu plus que les autres touristes. 70 € par jour en moyenne. J'imagine que pour vos commerces, c'est un peu le jackpot? Effectivement, c'est important. Ça représente vraiment une activité sur la saison touristique qui est assez large, en fait, avec la Loire à vélo du mois d'avril au mois d'octobre. Nous, il y a un chiffre qui est éloquent à Savenières. En quelques années, on est passé de 3 commerces à 10 commerces, dont 4 restaurants qui vivent en partie du tourisme. Et pour que ces touristes ne soient pas simplement de passage, mais restent un peu sur place, vous avez fait le choix de valoriser d'abord le patrimoine. Pourquoi ? Effectivement, c'est notre force. En fait, ici, on est un tout petit peu décalé de la Loire parce que coupé par la ligne SNCF. Mais du coup, on a un patrimoine qui est très riche et notamment une des 3 plus vieilles églises de France qui a plus de 1500 ans, qu'on vient de rénover. Donc du coup, on en a fait notre force, en fait. Là où sur d'autres communes, on va retrouver des guinguettes, nous, on a des restaurants de cœur de village avec des clos. Et du coup, les touristes peuvent profiter de d'autres décors que la Loire directement. Et oui, le no-tourisme aussi, évidemment, avec l'appellation Savenières. C'est ce célèbre vin blanc sec issu du chenin blanc. Ce décor un peu de carte postale, est-ce que vous ne craignez pas justement que le village se fige avec de plus en plus de maisons dans le bourg qui se transforment en meublés touristiques type Airbnb ? Non, en fait, c'est très peu aujourd'hui. On est à peine à une petite dizaine, donc c'est vraiment très limité. Et c'est pas un phénomène qui vient bloquer. En fait, c'est du Airbnb chez l'habitant, chez nous. Donc on a à la fois l'habitation plus l'accueil des touristes. Et vous allez mettre en place un schéma du tourisme durable soutenu par l'État. Qu'est-ce que c'est au juste ? En fait, c'est d'avoir une vision sur les 5 années à venir. Effectivement, sur les 5 dernières années, on a beaucoup rénové notre patrimoine. Il y a un village qui s'est transformé, qui a accueilli de nouveaux commerces. Et c'est comment aujourd'hui on accueille les touristes dans de bonnes conditions, en respectant l'environnement et en respectant les habitants. Les aménagements, ça va être comment on arrive à la gare notamment, parce que c'est une force aujourd'hui d'avoir la gare et d'être à 8 minutes du centre-ville d'Angers. On a un lieu qui aujourd'hui n'est pas très beau, une trémie SNCF des années 80. Donc comment on retravaille tout ça et on oriente bien les gens vers le bourg de Savenières pour qu'ils puissent après venir consommer dans nos commerces et profiter de notre beau village. Votre beau village dans lequel vous êtes né, je crois, il y a près de 40 ans, qui compte aujourd'hui 1400 habitants. Comment est-ce que vous voyez l'avenir avec cet équilibre à maintenir entre habitants et touristes pour pas que le village perde son âme ? Effectivement, le but, nous, on veut vraiment que ce soit les habitants qui soient partie prenante de la partie touristique du village, donc qu'ils puissent raconter leur village, être acteurs, en fait. Donc, comme je venais de vous dire, en fait, ils accueillent les touristes chez eux, soit par des gîtes, soit des chambres d'hôtes, du Airbnb, mais on n'a pas vraiment du logement qui est dédié aux touristes qu'à ça. C'est vraiment un lien entre les habitants et les touristes. Et c'est une bonne définition du tourisme durable. Merci beaucoup, Jérémy Giraud.
Et les cyclotouristes, qu'est-ce qu'ils pensent de notre région? Quelles sont leurs attentes? Carla Butting leur a posé la question, là où la Loire se jette dans l'océan. Regardez. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Nous sommes ici à la croisée des chemins cyclables à Saint-Brévin-les-Pins où passent deux itinéraires de cyclotourisme majeurs en France, la Loire à vélo mais aussi la Vélodyssée. Et en cette saison, on croise chaque jour des dizaines de cyclotouristes ici comme Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Vous voyagez sur la Vélodyssée toute seule? C'est ça. Pourquoi ce choix? C'est un choix déjà, on ne trouve pas toujours des gens pour nous accompagner. Et puis en solo, on fait comme on a envie, on va où on veut. En fait, c'est la liberté totale. D'ailleurs, vous ne savez pas à l'avance combien de kilomètres vous allez faire dans la journée? Non, ça dépend beaucoup des conditions climatiques, de ma forme à moi et des choses à visiter le long de la route. Et alors, la suite du programme, c'est quoi pour vous, Christine? J'ai traversé après entre les deux mers pour rejoindre la Méditerranée et après je rentre par la vallée du Rhône. Très bien. Eh bien, pour bon rejoindre voyage. la Haute-Savoie. Merci à vous bon et voyage, bon voyage Christine. à vous. Merci. Le cyclotourisme toujours plus populaire l'année dernière, près de 2 millions de cyclotouristes ont cheminé sur la Loire à vélo et parmi eux, il y avait 20% de touristes étrangers comme Barbara et Stéphane qui arrivent. Ils terminent aujourd'hui leur périple. Allô. Bonjour. Bonjour. C'est la fin du voyage? Comment c'était? C'était bien. Mais c'était un long voyage. C'est une route populaire à l'étranger? Tout à fait. En Allemagne, nous avons beaucoup d'amis qui ont déjà fait la Loire à vélo. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi ces vacances. On voulait essayer, nous aussi. Le vélo, c'est une bonne opportunité pour se rapprocher des locaux. Si vous voyagez en bus ou avec une agence de voyage, vous êtes toujours avec d'autres touristes. Mais dans notre cas, on est tous les deux. Ça nous pousse à parler avec les gens. Great, thank you. Super, merci Barbara et Stéphane et bon retour en Allemagne. Et vous le voyez, à vélo, les destinations sont infinies. Vous pouvez partir par exemple en Roumanie depuis Saint-Brévin-les-Pins, pédaler jusqu'au Portugal ou même jusqu'en Norvège, Jérémy, si le cœur vous en dit. Sacré périple en perspective. Merci Carla. Et si vous aimez le voyage et l'évasion, je vous propose de partir au fil de l'eau. Le tourisme fluvial se développe depuis quelques années, notamment sur la Loire, même si les effets du réchauffement climatique se font sentir. Voyez ce reportage de Juliette Poirier et Fred Grinchec. Naviguer sur le dernier fleuve sauvage d'Europe est presque devenu un privilège. De Saint-Nazaire à Saumur, une trentaine de bateaux de tourisme officiels sillonnent la Loire lorsqu'elle est praticable. Ces passagers ont embarqué à bord de cette toux-sablière au Toureil, au sud d'Angers. Alain et Sophie, les propriétaires, proposent des visites guidées alliant nature et patrimoine. Il faut imaginer avant le XIIe siècle, la Loire, comment elle était. En fait, elle était beaucoup plus large que ça. Parce qu'ici, on a une grande plaine donc, qui va jusqu'à Beaufort. Donc quand c'était plutôt printemps, été, donc là, il y avait plein de petits bras de Loire. Et l'hiver, au lieu que la Loire, elle monte comme aujourd'hui, donc la Loire s'étalait. Et l'hiver, on pouvait avoir un fleuve de 8 à 10 km de large à cet endroit-là. On met les cordages pour pas que ça traîne dans l'eau. Le petit plus de ce bateau traditionnel à fond plat, c'est sa voile. Hop, super. Et si on descend avec le courant, on consomme quasiment rien. Et on revient à la voile, consommation zéro aussi, quoi. Ces balades sont prisées, les offres touristiques s'étoffent, mais la concurrence est rude. L'année dernière, l'entreprise a perdu 20% de son chiffre d'affaires. On était 7 en 2010 et maintenant, il y a 26 compagnies de balades bateaux. Donc on peut faire un peu des balades un peu partout maintenant en Anjou. Et sur toute la Loire, de Roanne jusqu'à Nantes-Saint-Nazaire, en fait. La Loire est victime de son succès autant que du climat. L'été, son niveau est de plus en plus bas et elle est de moins en moins navigable. On a du mal à organiser des balades de 7-8 heures au mois de juillet-août. On ne peut plus remonter aussi loin comme on faisait
Avant, jusqu'à Montsoreau, il n'y a plus d'eau vers Saumur. Ça devient très compliqué. Les experts disent que d'ici 20-30 ans, on aura sans doute perdu 30 cm d'eau en été, la Loire. Donc ça veut dire qu'on se réadaptera sûrement. Oh matin, quel réveil, matin, s'écrie le russe blanc de peur pour une seule rue. Si la Loire reste techniquement praticable, c'est grâce à Voies navigables de France, les anges gardiens du fleuve. On remontera la chaîne, même principe. Ils gèrent entre autres le balisage et les bouées parfois empêtrées qui dérivent au gré des saisons, des marées et du climat. On adapte notre travail, notre balisage aux fluctuations de la Loire, hein, puisque donc c'est vrai que depuis 30 ans, on a quand même subi des étiages sévères. Donc ce qui peut limiter certaines navigations par moment. L'été, le tourisme fluvial augmente le trafic sur des zones peu profondes. VNF installe alors jusqu'à 400 bouées supplémentaires, 2 fois plus qu'en hiver. Cela permet au Loire Princess, l'unique bateau de croisière sur la Loire, d'assurer ses excursions. Monsieur, cabine 101, Germain. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. Le navire de luxe peut embarquer 96 passagers durant 5 jours. Coût de la croisière entre 1 500 et 2 000 euros par personne, hors excursion. Ligériens, Belges, Portugais, Américains et même Australiens. Certains viennent de loin pour s'offrir les paysages et les lumières changeantes de la Loire. J'ai toujours voulu visiter les vignobles et les châteaux de la vallée de la Loire. Nous venons juste de rentrer d'une croisière dans les îles Canaries, sur l'océan Atlantique. Et croyez-moi, la mer était vraiment agitée. Donc c'est un plaisir d'être sur ce magnifique bateau plat. Je trouve que faire une croisière comme ça sur la Loire, ça permet de voir côté haut, de voir le rivage, là où on ne peut pas accéder. Je suis du pays, alors évidemment c'est magnifique. Après 6 heures de navigation, à 6 ou 10 km/h, première escale à Saint-Nazaire, là où le Loire Princess a été construit il y a 10 ans. Mais en 10 ans, les caprices de la Loire et le réchauffement climatique ont quelque peu modifié sa navigation, surtout entre Nantes et Ancenis. En période sèche, nous avons des coefficients de marée qui sont très basses, aux alentours de 38 de coefficient, et qui ne montent pas assez haut pour qu'on puisse monter au-dessus des bancs de sable. Donc après, on est obligé de rester sur Nantes. On n'est pas sûr du futur, mais il est possible que dans quelques années, nous ne pourrons pas monter au-delà d'une certaine limite, quoi. La limite, ce serait quoi, d'après vous? À faire Nantes-Saint-Nazaire. L'incertitude du climat oblige chaque année les professionnels du tourisme fluvial à se diversifier. Et nous aussi, à présent, on est monté sur un bateau, ici, sur la Maine, la rivière d'Angers, pour continuer à parler de tourisme durable avec mes 2 invités. Et d'abord, Caroline Mignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente d'Acteurs du tourisme durable. C'est un réseau qui regroupe plus de 300 professionnels, institutionnels et offices de tourisme engagés. Avec nous également Jean-René Maurice, bonjour. Bonjour. Géographe, vous êtes à la tête de l'Estua, c'est l'Institut de tourisme d'Angers.
On va parler de ces nouvelles formes de tourisme avec d'abord peut-être Caroline Mignon, un petit panorama qu'on pourrait dresser de ce tourisme alternatif qui émerge dans notre région et qui est une région qui est plutôt bien positionnée. Oui, tout à fait. On est dans une région qui bénéficie de beaucoup d'avantages pour développer un tourisme alternatif, doux, durable, il y a plein de mots qu'on peut utiliser, puisqu'on est dans une région d'itinérance douce, on est dans la ville du végétal aujourd'hui, on a beaucoup de fluvial aussi, de tourisme fluvial avec les rivières de l'Ouest, et puis tout ça, ça s'associe à des sites patrimoniaux d'intérêt et à des visites d'entreprises qui se développent aussi beaucoup dans la région et qui permettent d'allonger les saisons. Et on n'est pas très loin de plusieurs bassins de clientèle importantes qui peuvent nous rejoindre en train, donc il y a tous les ingrédients pour un tourisme plus durable ici. Beaucoup d'initiatives, effectivement, même si on voit que notamment les voyages en avion sont repartis de plus belle depuis quelques années. Est-ce que 5 ans après le confinement, les promesses nées lors de ce confinement sont un peu passées aux oubliettes? Non, elles ne sont pas passées aux oubliettes. On est simplement dans une histoire un peu longue. C'est les 200 ans de tourisme, l'invention du tourisme. Ensuite, le développement, ce qu'on appelait le tourisme en nombre. Ensuite, il y a le tourisme de masse que l'on a connu et que l'on a connu notamment avant la période Covid. Et là, on serait dans un 4e temps, un tourisme qui continue de se développer, qui continue d'être à la fois mondialisé et mondialisant, mais qui continue aussi dans une forme de régulation. On parle de jauge, on parle justement d'un tourisme qui n'est peut-être plus partout, toujours plus haut, toujours plus fort, quelque chose qui en tout cas se distingue, toujours dans une logique de massification, mais avec des régulations sans doute beaucoup plus fortes. Et malgré cette prise de conscience, on observe par exemple cette année que se développent ces allers-retours en avion à la journée pour découvrir un lieu. Qu'est-ce que ça vous inspire, Caroline Mignon? Pas que du bien, ça ne m'inspire pas que du bien, puisque ça reste des voyages qui finalement apportent assez peu au territoire, assez peu à la personne qui le fait, si ce n'est qu'elle dort dans son lit le soir. Mais en fait, en termes d'enrichissement du territoire, il n'y a rien, ils ne dorment pas à l'hôtel, on fait très peu de choses sur le territoire et on a un impact environnemental fort du fait de l'émission carbone du moyen de transport utilisé. Au sortir du Covid, 10% des Français se disaient prêts à payer un peu plus pour l'environnement, pour sauvegarder la planète. Et aujourd'hui, ce chiffre, il est tombé à 4%. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, on a choisi plutôt la fin du mois que la fin du monde ? Non, là, vous faites de beaux jeux de mots. En tout cas, non, le tourisme continue de se développer. Effectivement, faire des efforts, ce sont les sites qui, en règle générale, engagent des efforts. Quelque chose qui est important quand même à soulever, c'est qu'il y aura toujours plus de tourisme. Même si, effectivement, après le Covid, on pensait que ce serait peut-être la fin du tourisme, qu'il y aurait plus de pratiques, ou plus autant, en tout cas, de pratiques touristiques. On voit aujourd'hui l'ensemble des sites, comme les départements de l'Anjou, de Maine-et-Loire, l'ensemble des sites sont en augmentation. Le château d'Angers a dépassé les 300 000, Terra Botanica a dépassé les 550 000 visiteurs. Plus de touristes et, Caroline Mignon, il ne faut pas les opposer entre eux, ces touristes, avec l'objectif, évidemment, de sauvegarder la planète. Oui, tout à fait. En fait, le tourisme durable, ce n'est pas un tourisme élitiste. Ça ne doit pas l'être. Et il y en a beaucoup qui vont dans ce sens-là. Et moi, je suis très... Est-ce qu'il faut avoir les moyens pour faire du tourisme durable, parfois? Non, c'est pas forcément plus cher. On n'est pas obligé d'aller très loin. On peut tout à fait visiter Terra Botanica, Fontevraud, dans un cadre de tourisme durable. Et en fait, il ne faut surtout pas opposer le tourisme durable et le tourisme de masse. Je pense que notre enjeu à tous, professionnels, futurs professionnels, etc., du tourisme, c'est de rendre le tourisme de masse durable. Ce n'est pas de limiter le nombre de touristes, c'est de pouvoir proposer une offre qui soit moins impactante, mais qui bénéficie toujours à ceux qui souhaitent en bénéficier. Voilà. Donc ça repose sur les épaules des professionnels, ça repose sur une prise de conscience des voyageurs et ça repose sur une réglementation probablement accrue pour organiser un peu le tourisme. Après, il faut bien quand même distinguer aussi ce que l'on met sous le terme tourisme, parce qu'on a tendance aussi à mettre beaucoup de choses qui ne sont pas justement du ressort du tourisme. Lorsqu'on parle de visiteurs à Terra Botanica, c'est aussi beaucoup de locaux, des visiteurs, des excursionnistes, donc des habitants et ceux qui habitent le territoire. Ce ne sont pas des touristes. Un touriste est quand même quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient justement dans des logiques aussi de retombées économiques. C'est pour ça que je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'aviation. Effectivement, mais si on n'a que des touristes ou que des visiteurs locaux, en termes de développement économique, je pense à l'hébergement marchand par exemple, ça risquera de poser problème. La croissance et l'environnement, ça se pose aussi autour du tourisme, vous avez raison de le
pratiquer un ailleurs. C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et pour nos téléspectateurs, je leur indique que la destination touristique numéro 1, ça reste le camping, avec sa promesse de grand air et de convivialité. Mais la proximité, elle y est de moins en moins, puisque depuis quelques années, on voit que les mobil-homes remplacent petit à petit les tentes ou les caravanes. Alors ce nouveau visage du camping, on l'observe par exemple à Pornichet, là où on retrouve tout de suite Carla Butting dans un camping un peu particulier. Ce camping est l'un des 7500 campings français, mais ça n'est pas n'importe lequel, puisque le Bel Air est le plus vieux camping encore en activité. Malgré la concurrence, il a traversé les époques. Il avait ouvert ses portes en 1936 avec l'arrivée des congés payés. Et pour en parler, j'ai rendez-vous avec Franck David. Bonjour Franck. Bonjour, bienvenue. Merci, vous êtes le propriétaire de ce camping? Oui, c'est ça. On va le visiter. C'est parti. Franck, vous faites partie de la 4e génération de propriétaires de ce camping. Il a beaucoup évolué depuis que vous êtes enfant, cet endroit. Tout à fait, il a complètement évolué, puisqu'à l'origine, il n'y avait que des emplacements de tentes. En fait, il n'y avait que du sable et il n'y avait pas un seul bungalow. Et pourquoi cette évolution? La demande des clients qui a évolué. En fait, le mobil-home est arrivé dans les années 2000. Et puis, petit à petit, c'est devenu un standard, en fait, et tous les campings s'y sont mis. Donc vous avez dû faire des investissements assez importants en 2016? Régulièrement, on doit investir dans un camping pour pouvoir effectivement être toujours en accord avec la demande actuelle. Donc voilà, la première piscine, en fait, à l'origine, elle n'était pas recouverte, celle-ci. On l'avait fait recouvrir en 2016, en même temps que construire la piscine extérieure. Et on a refait aussi tout le centre de vie avec le restaurant que vous voyez là. Il y a aussi eu une montée en gamme des mobil-homes avec ces mobil-homes avec une terrasse vue sur mer. Exactement. En fait, on avait des emplacements nus à la base et puis pour toujours apporter quelque chose de neuf aux clients, on s'était dit qu'on allait pouvoir leur proposer des emplacements avec mobil-home vue mer. Aujourd'hui, on le voit, il n'y a plus du tout de tentes, quasiment plus, sur le camping. Est-ce que finalement, le camping n'a pas un peu perdu son âme en chemin? Alors, je ne dirais pas que le camping a perdu son âme, mais il a certainement évolué. Ce qui est sûr, c'est que les clients sont en demande de plus de confort. Les gens, ils veulent être aussi bien qu'à la maison, et puis peut-être qu'ils ont un peu moins envie de faire l'effort de monter une canadienne en arrivant le jour J, quoi. Le secteur du camping, c'est un secteur très concurrentiel, mais vous avez fait le choix de refuser les offres de rachat par les grands groupes jusqu'à présent. Oui, effectivement, chaque année, on reçoit des demandes, des propositions d'intégrer des chaînes ou d'être rachetés par des plus gros groupes. Nous, c'est vrai qu'on a le plus vieux camping de France qui est dans la famille depuis le début. Et jusqu'à aujourd'hui, on fait tout pour que ça le reste. Une entreprise familiale donc qui doit rester comme ça. Et pour l'instant, ça marche puisque le camping est presque complet pour tout l'été. Voilà, on voit que le camping, ça marche très très bien encore cette année. Et de manière générale, Jean-René Maurice, c'est tout le plein air qui fonctionne, que ce soit les randonnées, les séjours détox, les gîtes à la campagne. C'est la promesse de liberté qui séduit? Sans doute, et puis sans doute effectivement ce nouveau temps aussi après Covid. C'est-à-dire que ce besoin de liberté, ce besoin de nature, on voit quand même l'ensemble des sites qui sont en relation avec la nature, le végétal. On parlait de Terra Botanica tout à l'heure, fonctionne plutôt très très bien. Et donc ce besoin de proximité, de redécouvrir aussi, et ça c'est une vraie question, quand on parle de tourisme, on parle d'un hors quotidien, on parle d'un extraordinaire, on parle d'un ailleurs. Mais on voit aujourd'hui que justement on est dans un concept peut-être d'infusion du tourisme, c'est-à-dire que le tourisme qui infuse la société et fait sens, devient même presque un genre commun avec la société. Et justement, par rapport à ce besoin de nature, on le retrouve à travers des pratiques de découvrir justement son quotidien ou redécouvrir son quotidien et redécouvrir son environnement. Alors là, on n'est pas toujours dans du tourisme, on est dans du loisir, mais ça fait partie justement de cette logique, de ce nouveau rapport aussi au travail, ce nouveau rapport à sa vie, en tout cas du quotidien, où on a besoin de découverte et de respirer. Besoin de respirer. Et pour se réinventer, le tourisme, il doit d'abord réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Caroline Mignon, moins 50% d'ici 2030 pour être dans les clous des accords de Paris. Alors vous conseillez les acteurs pour les aider à baisser leur empreinte carbone. Comment est-ce qu'on fait pour les inciter à aller dans cette voie-là ? Alors, il y a deux types d'acteurs qu'on peut accompagner. Si je ne parle pas des transporteurs, les transporteurs font eux-mêmes beaucoup d'efforts et travaillent beaucoup sur des nouvelles technologies. Ça, je le reconnais, mais c'est des technologies qui ne seront massifiées que dans plusieurs décennies. Donc, les deux autres types d'acteurs avec lesquels on travaille, c'est les territoires qui ont un objectif de développer une offre qui soit moins émissive. Donc, ça veut dire dans les déplacements sur le territoire, on va essayer de mettre en place de nouvelles formes de déplacement, de l'itinérance douce, des mobilités actives, etc. Et les gros acteurs du tourisme de masse, comme on dit, est-ce qu'ils ont conscience de leur responsabilité ?
Tout à fait. Je crois qu'ils ont conscience. Alors on oppose souvent le petit écologe avec le gros hôtel ou le gros camping. C'est pas forcément le petit écologe qui est le moins émissif, parce que quand ce petit écologe est situé très loin, nécessite de prendre l'avion. Et finalement, on voit que les gros campings, les gros hôtels ont tout à fait conscience de ce qu'ils doivent faire. Ils sont tenus de respecter un certain nombre de réglementations qui se sont renforcées maintenant, de respecter des lois, notamment sur l'économie circulaire, sur les fluides, les déchets, les énergies, etc. Donc, ils ont tout à fait conscience de leur impact et ils ont envie d'avancer. Et encore une fois, c'est sûr qu'ils font peut-être pas tout parfaitement, parce que c'est pas possible de le faire tout d'un coup, mais quand ils font quelque chose de petit, le volume est important. Donc ça a son importance. Donc un petit acteur qui agit très fort, c'est important. Un gros acteur qui agit un petit peu même, c'est important aussi. Donc on n'oppose pas. Et il y a toute une politique de labellisation qui est aujourd'hui engagée. Oui, justement, il y a beaucoup de labels et parfois on a du mal à s'y retrouver. Quels sont les principaux qu'on peut retenir ? Le label Clé Verte et l'écolabel européen sont les deux qu'on voit le plus sur l'hébergement, en France en tout cas. Il y en a d'autres au niveau mondial. Après, vous avez des labels sur le voyage, dont on parle moins souvent, puisqu'on se dit le voyage, on ne regarde pas trop, on dit de toute façon on va émettre du CO2. Donc, mais si, il y a des labels qui sont importants pour le voyage, où on va tendre vers des voyages plus longs, avec des partenaires locaux, etc. Donc ça, c'est le label Tourisme équitable et le label Agir pour un tourisme responsable. Vous nous donnez déjà quelques petites clés, comme ça, quelques noms de labels. Jean-René Maurice, on va s'intéresser à nouveau aux alternatives auxquelles vous formez vos plus de 6000 étudiants, celles qui demain peut-être pourront faire en sorte qu'on change nos comportements de manière forte. C'est quoi les principales alternatives sources d'encouragement ? L'alternative pour nous en tant qu'universitaires, c'est déjà d'intégrer ces questions d'environnement et de durabilité dans nos formations. Ça veut dire que ce discours que l'on peut avoir au niveau de l'université, et pas uniquement, justement, et ça c'est important, parce qu'autrefois, on avait tendance à créer des formations spécifiques, écotourisme, tourisme durable, vraiment des parcours de transversalité. Aujourd'hui, c'est totalement la transversalité. C'est quelque chose qui fait partie totale des formations. Entendu. Merci à vous, à tous les deux, d'avoir développé avec nous un petit peu ces termes du tourisme durable ici sur cette gabarre sur la Maine, la rivière d'Angers. Et on retiendra que le tourisme durable ne va pas aujourd'hui révolutionner le secteur du tourisme, même si les initiatives se multiplient, et en particulier dans notre région. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre plateforme France.tv. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent été. À bientôt.